Je trouve que quand on accepte tout ce qui englobe ce qu'on est, du coup, il y a plus de défauts et de qualités, on est juste une personne entière. J'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort quand j'ai terminé d'écrire l'histoire, en fait. Je savais que c'était mauvais, mais pourtant, Et à ce moment-là, j'ai su que j'arrêterais plus d'écrire, en fait. Et j'ai su que j'étais autrice. bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Céline Spreux, autrice, hypno et aussi formatrice qui fait des séminaires d'écriture. Je vais aborder avec elle plein de thèmes différents comme la créativité, l'hypnose et l'écriture, bref, plein de choses très intéressantes. Je vous laisse profiter de cet épisode et vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Céline et merci beaucoup d'être sur le podcast et d'avoir bien voulu partager un peu de ton temps avec nous. Ce que je vais faire, si ça te va, c'est que je vais te présenter, puisque j'ai fait mes recherches. Alors, Céline Spreux, t'as déjà écrit, il me semble, 4 romans. 3. 3. Ok, donc déjà, ça part très très mal sur les recherches. Voilà. Il y Mais en a sans un, en fait, vouloir... ouais, qui a vas-y. évolué au fur et à mesure. Mais effectivement, du coup, au début, il n'avait pas le même titre. Ah, c'est pour ça que j'ai vu 4 titres différents, ok. Ok, donc t'as écrit 3 romans, t'es praticienne depuis 2013, t'es installée, et à côté de ça, t'as des formations, des ateliers d'écriture, et tu animes un super compte Insta, comme on en parlait juste avant en off, justement sur l'écriture, etc. C'est bon pour... en gros, Ça me paraît pas mal. est-ce que toi, tu aurais des trucs à rajouter sur cette petite présentation? Ça me paraît très bien, déjà. Concis, clair, droit au but. Ok. Qu'est-ce que les gens savent pas sur toi que t'aimerais qu'ils sachent? C'est une bonne question. Une bonne question. Je pense que je suis assez transparente en fait sur mes comptes. Je donne beaucoup de moi et du coup, je sais pas s'il y a vraiment des choses, à part peut-être les cadavres que je cache dans mon jardin, mais ça, il faudrait peut-être pas que je le dévoile trop. On ne sait pas qui peut écouter. Mais, euh, mais je pense qu'il y a tout ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive là où on est. Tu vois, j'ai l'idée que Instagram, comme tu dis, ou tout ce qu'on montre sur son site, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et il y a effectivement tout ce qui fait qu'on a pu à un moment donné en arriver là. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai mis très très longtemps avant d'arriver là où je voulais être. J'ai été perdue pendant très longtemps. J'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans. Donc j'étais assez jeune, je faisais mes études de psychologie en même temps et ça m'a pris du coup 6 ans pour finir ma licence parce que je travaillais à côté. Mais je savais que je voulais faire de l'accompagnement dès le début, en fait. Donc, je me disais, peu importe le temps que ça va prendre, j'étais partie de chez mes parents, donc de toute façon, j'avais besoin de travailler pour payer les factures. Et j'étais déjà dans cette idée de la persévérance, d'aller sur le chemin, d'aller jusqu'au bout, même sans savoir combien de temps ça allait me prendre. Par rapport à ça, c'est vrai que il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Je ne savais pas vers où aller, quel chemin emprunter. J'étais assez jeune et naïve, on va dire. Et ça m'a pris, ouais, ça m'a pris une bonne quinzaine d'années avant de pouvoir déjà rencontrer l'hypnose. Ça a été une première pierre sur le chemin, justement, qui m'a permis de dire, ah, ok, voilà, le premier cabinet public où je suis allée, c'était un ami qui m'en avait parlé, justement, et qui m'avait dit, tu devrais aller voir l'hypnose, ça pourrait te convenir. Et j'étais allée à un premier cabinet public animé par Kevin. Et en fait, quand je l'avais vu faire une démonstration, je m'étais dit, ah, mais c'est ça que je veux faire en fait. Et ça avait vraiment été une épiphanie avec l'idée de, voilà, j'ai trouvé quelque chose là, je dois aller dans cette direction. Je me suis formée assez rapidement après et c'est vrai que à la fois, je me suis formée parce que j'avais envie de pouvoir me dire, je vais accompagner aussi les autres et j'ai pas besoin d'être psychologue finalement pour faire ça. Et en même temps, pour m'aider moi-même, puisque j'avais été déclarée épileptique quelques années plus tôt et je cherchais un moyen aussi de pouvoir prendre confiance en moi, de pouvoir gérer mes émotions, gérer mon stress, parce que j'étais assez anxieuse. Et il y avait cette idée de, à un moment donné, peut-être que je peux faire quelque chose pour ça aussi. Et c'est vrai que l'hypnose, ça a été une vraie révélation, parce que à la fois, ça m'a permis de commencer à devenir qui j'avais envie d'être, et en même temps, ça m'a permis de pouvoir avancer sur mon chemin personnel aussi, et de me rendre compte que si c'était possible pour moi, bah, c'était possible pour les autres, en fait. Et du coup, ça a rendu, en fait, la croyance que l'hypnose, ça pouvait aider les autres vraiment très, très forte par rapport à ça. Et pendant toute cette période-là où j'ai commencé avec l'hypnose, il y avait cette idée de,
ok, je dois pas montrer mes peurs, je dois pas montrer mes blocages, je dois juste montrer que voilà, ça y est, j'ai fait des études de psychologie, j'ai fait de l'hypnose, donc je peux vous aider. Alors qu'en réalité, moi-même, j'étais sur mon chemin en fait. Alors, j'étais peut-être un petit peu plus avancée sur le chemin, mais je continuais de le faire. Et j'avais notamment cette peur par rapport à ma légitimité et à la reconnaissance aussi, avec l'idée de me dire, OK, maintenant j'ai fait une formation d'hypnose, mais ce n'est pas reconnu par l'État, mais ce n'est pas reconnu par les psychologues, mais ce n'est pas reconnu par les pros. Donc, à la fois, j'étais bien contente d'être là, et en même temps, il y avait encore des choses à travailler. Et c'est vrai que du coup, le chemin a encore été long après ça, même si j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens pendant la période 2013 de 2019. Et ça m'a aidé aussi à me rendre compte qu'une autre passion que j'avais, qui était l'écriture, et que jusqu'à présent, je l'exerçais vraiment de manière très amatrice, en fait. J'écrivais des nouvelles, j'écrivais des articles parce que j'avais créé un site, et ça avait toujours été là depuis, j'avais 12 ans quand j'ai rencontré l'hypnose, et l'écriture, pardon. L'écriture. Et, et du coup, lapsus. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, c'est une prof de français que j'avais à l'époque qui nous avait fait faire une rédaction, justement, il fallait raconter une histoire. Et j'étais secrètement amoureuse de cette prof que je trouvais vraiment géniale. Je me disais, ah, j'ai envie d'être comme elle plus tard. Je lui ramenais des livres que je lisais en lui disant, ah, et ça, vous connaissez? Enfin, comme si elle n'allait pas connaître. Mais, euh, mais elle était tellement bienveillante, en fait, que j'avais l'impression qu'on avait un lien intime, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée dans l'idée de, OK, je vais écrire. Donc, je me suis mise à écrire à cette époque-là et ça m'a jamais quittée. Mais même au moment où je rencontrais l'hypnose, je me suis jamais dit, tiens, je pourrais être écrivaine. Ou tiens, je pourrais en faire mon métier. Mhm. Parce que déjà, j'avais l'impression que je n'étais pas très douée. Et en plus, j'écrivais juste pour mon plaisir. Des fois, je faisais lire à des copines, mais enfin, ça restait vraiment dans le cadre privé. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai longtemps cachées, en fait, le fait de me dire, je suis épileptique, j'ai des peurs, j'ai des blocages. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, c'est aussi ce qui fait notre force et que le fait d'en parler aux autres, c'est aussi ça qui peut permettre aux autres de se dire, ah ok, donc elle a réussi à trouver des clés, des outils pour le traverser. Donc peut-être que moi aussi, pas forcément les mêmes clés, mais je pourrais trouver mon chemin pour aller là où j'ai envie d'aller. Du coup, c'était quoi ta question? C'était qu'est-ce que ça t'y a répondu en fait, c'était qu'est-ce que les autres savent pas de toi. Mais déjà, je trouve Ouais, que ça commence sur un excellent tips, mais cette idée que quand on parle de nos problèmes et qu'on est plus transparent, ça devient des forces et c'est plus une faiblesse. ouais, J'ai compris de ce que tu as dit. ouais. Je trouve que quand on accepte tout ce qui englobe ce qu'on est, du coup, il y a plus de défauts et de qualités. On est juste une personne entière. Et de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Ou en tout cas, tout le monde peut y mettre des choses différentes. Donc, ça ne sert à rien de chercher à vouloir être parfait. Mais par contre, quand on est pleinement soi et qu'on arrive à se trouver, là, il y a quelque chose qu'on peut effectivement offrir aux autres avec l'idée de dire, bah, regardez, moi, ça m'a pris du temps. Personnellement, ça m'a pris 22 ans. Donc, c'est quand même pas mal de temps. Mais en même temps, à un moment donné, on peut trouver sa place et on peut savoir pourquoi on est là, ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Et ça, c'est aussi parce qu'on sait d'où on vient et qu'on a traversé tout ça qu'on est capable de pouvoir dire aux autres, OK, bah écoute, moi, ce chemin-là, on s'engage sur, je sais pas, sur un trail ou quelque chose, un peu comme on fait aux États-Unis. Toi, tu es peut-être encore au panneau du départ. Moi, je suis arrivée peut-être à l'étape d'après. Donc, du coup, bah, je peux déjà te dire les dangers à éviter sur le laps de chemin que j'ai fait. Et peut-être que ça va te permettre justement de voir les choses autrement, d'échapper à certains écueils, à certains obstacles que moi j'ai eus. Et ça peut te permettre d'arriver plus vite, du coup, pour me rejoindre à l'étape suivante. Et je trouve que c'est vachement important. En fait, on est un peu toute personne, finalement, même pas que les gens dans l'accompagnement. On a une manière de pouvoir transmettre aux autres, à ceux qui arrivent après nous, pour pouvoir justement leur permettre d'avancer plus vite et peut-être, même s'il y aura forcément des échecs ou des choses qu'ils apprendront sur leur chemin, parce qu'on ne peut pas non plus leur laisser un chemin nickel, où il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun obstacle. Enfin, voilà. Mais il y a cette idée qu'au moins, on peut peut-être leur éviter certains écueils et leur permettre d'avancer un peu plus vite, Et avec puis, des meilleurs outils que ce qu'on avait, nous, à leur place. ouais. Et puis il y a cette idée que tu n'es pas obligé d'être arrivé au bout de ton chemin pour accompagner les autres. Tu as Oui, quelques pas d'avance et tu peux déjà aider du monde, quoi. ouais. Même si tu te Bah, sens pas vraiment légitime, même si... c'est clair. Moi, j'ai la croyance de toute façon que le bout du chemin, c'est la mort. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, à un moment donné,
ou peut-être la prochaine vie, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, on se retourne et qu'on dit ah c'est bon, je suis arrivée. J'ai plus qu'à attendre quoi, que ça se termine. Et du coup, qu'est-ce qui a fait le déclic? Tu me disais jusqu'en 2019, tu te disais pas vraiment écrivaine, voilà. Qu'est-ce qui à un moment a fait le bah en fait ouais, je peux passer de écrire pour mon plaisir à en faire peut-être pas un métier pour gagner. Enfin, je sais pas d'ailleurs pourquoi t'en as fait. Pourquoi écrivaine? Allez hop, voilà. En fait, ça a commencé en 2018 quand je faisais de l'hypnose. J'ai travaillé à un moment donné, une fois que j'avais réglé pas mal de choses, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien passer à l'étape supérieure sur l'écriture. J'écrivais des petites nouvelles, je participais à quelques concours. Je savais que je n'avais pas forcément un excellent niveau, mais en tout cas, j'avais envie de poursuivre sur ce chemin-là. Et j'ai fait quelques séances en formation et en dehors pour pouvoir me dire qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire, pourquoi je ne relève pas le challenge d'écrire un roman. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait la peur du regard des autres. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et quand je suis partie, j'ai déménagé en 2018, donc j'ai réduit le nombre de séances que je faisais comme je revenais sur Paris de temps en temps pour faire des séances. Et pendant ce temps-là, j'habitais au Luxembourg parce que mon mari avait été muté là-bas. Pendant ce temps-là, quand j'étais là-bas, j'avais du temps. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ce temps? Et là, je me suis dit, bah, lançons-nous dans un roman. Le, le premier thème qui m'est venu, forcément, c'était l'hypnose. Et je me suis dit que plutôt que d'en faire un manuel ou quelque chose pour donner des conseils ou autre, je pourrais prendre à contresens justement et parler plutôt de tout ce qui est mythe, idées reçues, tout ce qu'on s'imagine d'un peu obscur dans l'hypnose, ce qu'on voit un peu dans les films, ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelait au début Le pendule de Janus et qui est devenu Entrée dans la transe. Donc, en fait, tu avais plus ou moins raison. Il y en a 4 si on compte le premier G, on va dire. Mais j'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort quand j'ai terminé d'écrire l'histoire, en fait. Je savais que c'était mauvais, mais pourtant, Et, à ce moment-là, j'ai su que j'arrêterais plus d'écrire, en fait. Et j'ai su que j'étais autrice. Et que comme sur le chemin de l'accompagnement professionnel, ça m'avait pris longtemps avant d'arriver là où je voulais, je savais que ça allait me prendre longtemps avant d'avancer, que j'allais progresser, que j'allais travailler, que ça allait demander beaucoup d'efforts et de persévérance. Mais je savais aussi que personne ne pourrait me dire tu n'es pas une autrice. Et que même si ce que j'allais écrire ne plairait pas à tout le monde, ou au début serait peut-être un peu mauvais, ou en tout cas ne serait pas abouti, pas grave. J'allais là où j'avais envie d'aller. Et cette croyance, cette conviction, en fait, ça m'accompagne depuis toujours, depuis ce moment-là, avec l'idée de peut-être que ça plaît ce que je fais, peut-être que ça se plaît pas. J'ai écrit le deuxième roman qui était déjà plus abouti avec une amie qui travaillait en maison d'édition, Caroline, petit coucou, et qui depuis est ma correctrice, ma première relectrice et ma première correctrice, parce qu'elle sait en fait ce que j'ai envie d'exprimer, elle me connaît, et du coup elle a cette capacité à me faire des retours qui sont toujours très bienveillants et toujours très constructifs. Et maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris, j'ai besoin qu'elle me relise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense, même si je ne veux pas forcément prendre en compte tout ce qu'elle dit, parce qu'il y a certaines choses que je fais où elle va me faire un retour et où je vais me dire non, mais ça, c'est assumé, je le fais parce que j'ai envie de le faire, je le sais. Mais il y a une prise de recul par rapport à l'écriture que je n'avais pas au début, où maintenant, comment dire, le premier roman, en fait, quand je l'ai écrit, il y avait des choses qui étaient déjà là. Le côté construction, le côté psychologie des personnages, le côté suspense. Mais dans le style de l'écriture, je savais que c'était mon point faible. Et à l'époque, dans le premier roman, je faisais beaucoup de très très longues phrases. Je voulais montrer que je savais écrire des beaux mots. tu nous as fait Et du ça donnait Zola. un côté un peu ampoulé. Voilà, c'est ça. Il y avait un côté ampoulé. Du coup, on voyait que je me voyais écrire, quoi. Il y avait cette idée de, bon, bah, elle se regarde écrire. Que j'ai corrigé déjà sur le deuxième roman. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit, écoute, c'est plutôt bien, c'est plus abouti. Il y a évidemment des corrections à faire. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose comme elle travaille en maison d'édition, elle me dit ça, c'est quelque chose qui pourrait être pris en maison d'édition, revu par l'éditeur. Mais en tout cas, déjà, il y a quelque chose d'abouti par rapport au premier. Il y a un gap quoi, qui a été franchi. Hmm. J'ai continué de travailler parce que j'ai assisté à beaucoup, beaucoup d'ateliers d'écriture. J'ai suivi beaucoup de cours. Enfin, j'adore apprendre. Donc, pendant le temps où j'écris, c'est génial de suivre des formations sur comment écrire, quels sont les outils, comment écrire tel écrivain. Enfin, vraiment, je suis une vraie éponge en fait en termes d'apprentissage. J'apprends tout le temps et je lis aussi beaucoup, au grand regret du portefeuille de mon mari. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais
déjà, il y avait quelque chose qui avait abouti. Et puis, il y a eu euh, ce livre qui est sorti. Et je m'étais dit, là, on était plus dans le thriller. À l'époque, j'aimais beaucoup les thrillers. Et je m'étais dit que j'allais tout de suite partir sur la suite. Et on était en mars 2020. Badaboum, confinement. Et là, ça a tout changé sur ma manière d'écrire encore. J'étais partie pour écrire la suite et tout d'un coup, c'était plus possible parce que j'étais plus du tout dans l'état d'esprit d'écrire un truc obscur. Et je me suis dit, tiens, tu avais l'idée d'écrire un truc sur l'épilepsie. Euh, Pourquoi pas en faire quelque chose? En avril 2020, je devais partir aux États-Unis pour mes 40 ans. On devait faire un road trip avec mon mari dans le sud-ouest américain, Grand Canyon et compagnie. Et bah, il se trouve que ça a pas été possible. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire un livre avec pour thème, entre autres, l'épilepsie, avec de l'hypnose aussi. Mais cette fois-ci, au lieu de faire comme entrer dans la transe, où c'était plutôt un côté un peu obscur, avec une jeune femme qui avait des rêves, on ne savait pas trop si c'était la réalité ou si elle rêvait, c'était assez trash, assez sanglant, on va dire. Euh, Là, je me suis dit, j'ai envie d'aller de l'autre côté, complètement du côté lumineux de l'hypnose. Donc, je me suis dit, plutôt que de raconter mon récit de vie à moi sur comment j'ai appris à gérer mes crises et tout, parce que c'est quelque chose de très impliquant, de très personnel, j'avais pas ce courage, en fait, de dire je. C'était compliqué pour moi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, et si je mettais mon expérience de l'épilepsie dans une héroïne qui n'aurait rien à voir avec moi? Et si ça se passait aux États-Unis, dans le road trip que j'avais envie de faire? Et si ça se passait dans les années 50, parce que comme ça, je sais que ça aura vraiment rien à voir avec moi. Et c'est comme ça qu'est née Arizona Thérapie. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais qu'elle consulte un hypnothérapeute. Et tant qu'à faire, bah, autant aller voir le plus grand, hein, j'ai envie de te dire, hein. Donc Milton Erickson est devenu un personnage du roman. Et ça a été vraiment ce qui m'a accompagnée pendant toutes les périodes de confinement, de Covid jusqu'en fin 2021. C'est ce roman en fait qui était mon compagnon parce que je faisais plus de séances avec le Covid. On était revenu vivre en France et du coup, j'avais vraiment plus envie d'aller en cabinet. Je m'étais un peu coupée du monde aussi, probablement lié à certaines peurs, à une anxiété par rapport au virus. Et donc, du coup, j'étais vraiment plongée dans cette histoire-là. J'étais aux États-Unis dans les années 50, du côté du Grand Canyon, et ça m'allait très bien. Mais c'est fou parce que alors moi je l'avais attaqué ton livre et puis je l'avais mis de côté et donc je l'ai réattaqué du début en vacances en me disant allez roman, sortons de l'hypnose. Je savais qu'il était sur l'hypnose, je l'ai dit bon, au moins c'est un roman. Je l'ai fini en une journée. J'ai enchaîné mon mari, on lisait tous les deux comme ça à la piscine et, euh, et je me suis demandé plusieurs fois est-ce que c'est autobiographique. Alors après j'ai fait les liens, tu sais, je me suis dit bon années 50, vu l'âge qu'elle a là, ça paraît bizarre. Je suis très Mais, jeune. mais par contre, vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a mis des bouts d'elle, des bouts d'autobiographie, des machins? Donc après, je suis allée chercher qu'en effet, sur les petits livres, t'étais quand même bien bien calé. Mais ça s'est ressenti. Enfin, en tout cas, moi, le côté autobiographie, je l'ai ressenti vraiment à fond, quoi. Il était Ouais. passionnant. C'était Tout passionnant. ce qui touche à l'épilepsie, effectivement, toutes les expériences que je décris au travers de l'héroïne sont des choses que j'ai moi-même vécues. Et pour tout ce qui est la partie hypnose, j'ai beaucoup potassé Milton Erickson, tous les livres où il est dedans et tout. Et donc, du coup, il y a beaucoup des séances qui sont faites avec lui qui sont inspirées de vraies séances avec des patients qu'il avait. Et effectivement, du coup, ça mélange un peu la fiction et la réalité. Et ça donne quelque chose qui moi me paraît intéressant parce que j'aime bien l'idée quand je referme un roman, et je pense quand on écrit, on est sa première lectrice aussi. J'aime bien quand je referme un roman avoir appris quelque chose. Oui. Et du coup, je me dis, au moins, quand les gens refermeront ce roman, ils pourront se dire, tiens, j'ai appris Milton Erickson et l'hypnose, et j'ai aussi appris un peu de l'épilepsie, ça reste quand même assez méconnu en France, même si après la migraine, c'est la plus grosse maladie neurologique. Tu as encore des personnes, par exemple, qui pensent que c'est une maladie mentale ou qui pensent que avoir une crise d'épilepsie, c'est tomber par terre, convulser, baver, quoi. Alors qu'il y a de multiples Mais formes je pense que d'épilepsie. j'étais dans ces personnes, moi, hein, avant de lire son roman. Vraiment. J'y connaissais pas du tout d'épileptique dans ma famille, j'en ai jamais eu en séance, je connaissais que dalle. Ça m'a ouvert un champ, quoi. Tu dis jamais je traiterai ces gens-là. Mais- Alors par contre, je t'ai détesté pour la fin, évidemment, Ouais. parce que je la voyais venir en plus la fin, et j'étais là, mais non, ça ne peut pas être la dernière page, une suite, il nous faut une suite. Et c'est peut-être de ces romans qui ne doivent surtout pas avoir de suite, justement. Chaque lecteur peut imaginer sa propre suite. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, très vite, je m'étais dit, ah, ça se trouve, c'est ça. Et quand j'ai vu, j'essaye de pas spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais lisez-le.
Quand j'ai vu la fin, j'étais là: «Oh, trop bien! Ah non!» La douleur. On a été obligés de boire beaucoup de prosecco après avec mon mari. J'ai mal à la tête le lendemain. Je suis Et sponsorisée par Prosecco. OK, OK, donc tu as répondu à pourquoi l'écriture, à comment. Je trouve que ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est un état d'esprit que je retrouve chez les gens qui, je vais dire réussissent, dans le sens où ils sont là où ils ont envie d'être actuellement, et ils se sentent plutôt bien avec eux-mêmes. Et donc tous les gens que j'interroge dans le podcast, il y a cet état d'esprit de je sais que c'est mauvais ce que je suis en train de faire, ou je savais que c'était mauvais, mais je savais aussi que ça allait me demander du travail. C'était pas un je sais que c'est mauvais et donc je mets tout à la poubelle, je m'énerve et je lâche tout et tant pis parce que je suis vraiment trop une merde. Il y a une espèce de projection de ok c'est mauvais et puis on continue. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Comme t'as parlé de persévérance dès le départ et je pense que c'est ça la persévérance. Ouais. Je crois que les gens qui arrivent à leur but, c'est des gens qui sont allés d'échec en échec, mais qui ne se sont pas arrêtés, comme dirait Churchill. Mm. Ouais. Qui ont appris de ces échecs, j'imagine aussi, puisque justement t'as pas refait les mêmes. T'as eu l'air de beaucoup changer. Alors moi j'ai lu que le dernier, mais je vais lire du coup les deux autres. T'as eu l'air de changer beaucoup d'écriture. De Ouais, style d'écriture en tout cas. ouais. Et j'ai vu que t'avais un petit projet sur Aldous Huxley. Oui. C'est privé pour l'instant ou... Non, ça prend forme, donc on va dire que maintenant on peut en parler. En fait, je suis en contact avec Yann Vervillet à l'Arche, qui est en train de monter la maison d'édition Rêve Lucide. Donc les premiers livres devraient sortir à l'automne. Et il y a un recueil de nouvelles qui est en train de se faire. Donc pour le recueil de nouvelles, je suis jury d'ailleurs dans le jury des recueils. Ah, L'idée, c'est qu'il y aura c'était le concours de août, c'est ça, hein? oui, c'est ça, sur Mesmer. Et c'est vachement bien, je trouve, parce que ça va permettre d'ouvrir la maison d'édition, de permettre à des gens qui écrivent et justement qui ont envie de se faire connaître aussi, de pouvoir avoir possiblement leur première publication. Et le premier aura même une formation offerte, ce que je trouve assez génial, parce que c'est vrai que c'est quand même des formations assez intenses, qui ne sont pas forcément à des coûts bas. Donc c'est vraiment un très beau cadeau, je trouve. Et parallèlement à ça, effectivement, d'autres projets. Moi, je vais écrire un livre, donc un roman qui sera basé sur Milton Erickson, encore une fois, et Aldous Huxley. Donc, puisqu'ils se sont rencontrés à la fin des années 50 pour pouvoir expérimenter ce qu'on appelle l'hypnose sèche, donc avec l'idée de faire des états, de travailler sur les états modifiés de conscience, mais sans thérapie à côté, quoi, vraiment de la pure transe. Et l'idée, c'est qu'il reste très peu de traces de cet article, puisque Milton Erickson avait pris très peu de notes, et c'est Aldous Huxley qui avait toutes les notes. Et il a voulu à un moment donné écrire un article sur le sujet, et il s'est servi de ce qui lui restait. Donc c'est un peu des bribes d'informations, mais on sent que dans cet article-là qu'il a écrit, où ils ont travaillé ensemble pendant quasiment un an, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Et l'idée, justement, c'est d'écrire un peu comme avec Arizona Therapy, quelque chose qui se sert de la réalité, mais qui rajoute un peu de fiction sur comment a été leur relation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles expériences ils ont fait, quelles conclusions ils en ont tirées. Et donc, pour l'instant, je suis plongée effectivement dans le monde d'Aldous Huxley. C'est assez passionnant parce que c'est vraiment quelqu'un ouais, de passionnant, quoi. Même si j'ai lu pas mal de ses livres là, dernièrement, et il y en a certains qui sont plus faciles à lire. Il est surtout connu pour Le meilleur des mondes et Les portes de la perception, mais il y en a plein d'autres qui sont assez intéressants. Il a une vision aussi qui est très... tu vois, je lisais par exemple là, dans les lettres qu'il a écrites, il parle d'écologie, mais il est dans les années 60 et il est en train de dire si demain on fait rien, en gros, la planète... il dit des choses comme s'il était déjà à notre niveau à nous, alors qu'il est 50 ans avant, quoi. Et c'est vrai qu'il avait une perception de comment fonctionnent les gens, de comment fonctionne le monde, qui était assez réelle, assez intéressante. Et du coup, j'adore l'idée de me plonger à l'intérieur de lui. Et là, je passe au premier jet, donc avec un plan qui est déjà bien construit. Donc, normalement, ça devrait sortir dans les prochains mois. Ça me fait du coup partir sur un sujet qui m'intéressait, c'est la créativité. J'ai Ouais. l'impression, comme tu en parles, que tu t'appuies beaucoup aussi sur le réel pour développer ta créativité autour de ça. Comment ça se passe? Parce que le nombre de thérapeutes, de débutants, etc., que moi je vois me dire, mais de toute façon, je suis pas créative. Ouais.
dans mes accompagnements, ou etc., et que ça bloque complètement, par exemple, l'idée d'inventer une métaphore en suivant ce que dit le client, ou l'idée d'inventer un protocole ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur la créativité? Je pense que c'est un peu bateau de dire ça, mais la créativité, c'est comme le corps, c'est un muscle qui se travaille, hein, ça c'est sûr. Mais c'est toujours facile de se dire ça, c'est pas toujours facile d'avoir les outils justement pour la travailler et la développer, parce qu'effectivement, de base, tu as des gens qui ont plus développé cette capacité-là que d'autres et qui en sont pas au même niveau que d'autres, mais encore une fois, c'est le travail qui fait qu'on arrive à le développer. Moi, j'ai toujours aimé modéliser. Et c'est vrai que je l'ai fait pour l'hypnose quand j'ai commencé à accompagner, je l'ai fait pour l'écriture aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne sais pas d'où partir, je prends les œuvres des écrivains, je les lis. Je prends les livres biographiques, ces choses-là, je les lis. Je prends des grands hypnothérapeutes, je les observe. Je me réécris des morceaux de textes qui m'inspirent et je me l'approprie. Euh, et tu peux partir de quelque chose de réel pour faire ça. Tu vois, par exemple, la parodie en littérature. Tu vas partir d'un livre qui existe déjà. Si tu prends l'Anomalie de Hervé Le Tellier, qui est sorti, qui a été Goncourt, je crois, 2020 ou 2021, je ne sais plus, il prend une histoire qui existe déjà et il fait une parodie sur cette histoire. Donc, il part de quelque chose qui existe déjà et il en fait une parodie. Il se la réapproprie, il en fait quelque chose. Tu peux commencer par prendre, par exemple, en atelier d'écriture, on fait souvent ça. Tu prends un passage d'un texte et tu dis à la personne, tiens, bah, réécris-moi ce passage de texte, mais du point de vue de l'autre personnage. Et du coup, tu pars de quelque chose, donc tu as une base, mais tu vas la transformer de ta perception, toi, de l'autre personnage. Donc il y a plein de moyens comme ça de pouvoir justement développer sa créativité en partant d'une matière qui existe déjà. Et c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Après, tu as des gens qui sont tellement créatifs qu'ils inventent de nulle part, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle l'imagination, il y a l'innovation. Tu vois, quelqu'un comme Steve Jobs, il va innover, c'est-à-dire qu'il va créer de nulle part quelque chose qui n'existe pas encore. Tu prends l'iPod ou le smartphone au moment où il l'a sorti, personne n'avait encore jamais fait ça. Et puis les autres, ils ont modélisé et ils ont rajouté ce qui leur correspondait pour en faire d'autres produits. Donc il y avait une base. Moi, j'ai tendance à dire, souvent j'entends des écrivains qui disent oui, moi j'ai pas envie de copier les autres parce que je veux inventer. En même temps, il y a tellement de choses qui ont déjà été faites que pour créer, sortir de nulle part quelque chose qui n'existe pas du tout, ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Par contre, effectivement, tu peux lire les gens qui écrivent dans le genre qui t'inspire, tu peux lire les conseils des auteurs qui te disent bah voilà moi comment je fais. Tu peux regarder des masterclass aussi des auteurs qui te disent bah voilà les conseils, les machins et tout. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que tu vas garder ce qui te correspond, ce qui te convient bien, écarter ce qu'ils disent et qui ne te parle pas. Et à un moment donné, il va y avoir une sorte de patchwork qui va se faire où bah, ça va être toi en fait. Parce que du coup, tu auras pris tout ce qui te. Tu auras grignoté un peu dans tous les différents auteurs qui te parlent et tu auras créé quelque chose qui te ressemble et qui te correspond. Et petit à petit, tu pourras t'en affranchir parce que justement, tu sauras le faire et tu deviendras de plus en plus toi. Mm. Mais mais ouais, quand on ne sait pas, je pense que c'est bien de partir de quelque chose qui existe déjà. En hypnose, c'est ce qu'ils font aussi, tu vois. Combien il y a d'hypno au début qui modélisent Kevin, tu vois, par exemple, avec l'idée de ah bah tiens, Kevin il fait ça, je vais faire pareil, je vais me recopier ses textes, je vais leur dire bah, c'est pas grave au début, tu peux tenter de faire des trucs comme ça, mais à un moment donné, tu vas forcément garder juste ce qui te parle et éliminer le reste. Et si tu fais ça avec plein d'hypnos différents, bah forcément, à un moment donné, tu vas avoir un vivier qui te permettra justement de piocher un peu là, un peu là, un peu là, jusqu'à ce que tu te mettes à créer ton propre truc. Comme dans les ateliers d'écriture, tu vois, moi je vois, j'ai toute une base d'exercices qu'on peut donner en atelier d'écriture. Et en partant de cette base, bah, des fois je me dis, ah tiens, on pourrait aussi tester avec ça. Euh, Par exemple, je sais pas, je me disais, je pourrais faire des séances d'hypnose avec l'écriture, lier les deux. Tu vois, je dirais, je vais utiliser une œuvre. Il y en a une qui est déjà très utilisée, Alice au Pays des Merveilles, tu vois, avec la métaphore de passer. Hop, et si j'utilisais les livres pour faire des séances d'hypnose? Et hop, ça donne quelque chose que les autres ne font pas. Enfin, oh, c'est mignon. Et le chat qui squatte. Et les ateliers d'écriture, c'est la même chose. Tu pars de l'idée d'une consigne et tu peux en faire des variations multiples en fonction de tout ce que toi tu aimes et de ce qui te correspond et de ce qui fait partie de toi. Mm. Les ateliers d'écriture, je me suis dit, tiens, je vais en faire avec des exercices d'auto-hypnose. Ça va donner des ateliers d'hypno-writing, tu vois, avec l'idée de on teste, on fait de l'écriture,
Mais on va faire aussi un peu de l'hypnose pour travailler sur qu'est-ce qui vous bloque, qui vous empêche d'écrire, pour travailler sur ah tiens, t'es pas créatif, t'as pas d'imagination, tiens, et si on amplifiait ça un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Et vraiment faire en sorte qu'ils puissent être dans une expérience hyper immersive où pendant un temps, le temps de l'atelier, eh ben, ils posent de côté toutes les peurs, tous les blocages, tout ce qui pourrait les empêcher d'écrire, et du coup, ça rend l'atelier vachement plus sympa. Donc il y a plein de manières de faire finalement. Ouais, donc la créativité, c'est pas quelque chose d'hyper inné. Non. Et en plus, j'aime bien ta différenciation de l'innovation, de la modélisation ou de l'imagination. Ouais. C'est ça, je crois que c'est dans un podcast que j'avais entendu ça. Je crois que c'était Raphaël Torel qui disait ça, qui disait copier une, je vais mal le faire, je pense, mais c'est copier une personne, c'est plagier, et copier plusieurs personnes, c'est modéliser. Oui, c'est ça. J'avais bien aimé le truc. Je m'étais dit, ah bah oui, c'est pas faux. Ok. Euh, à quoi alors, t'as commencé à en parler, donc c'est cool de rebondir là-dessus. Hypnose et écriture. Il y a plusieurs façons d'y faire. Il y a écrire en transe. Mhm. Il y a venir dépasser tes blocages. Il y a Mhm. utiliser, tu disais, je trouve ça vraiment cool, utiliser un livre en séance, baser ta séance sur un livre. Ouais. Comment t'as mêlé les deux encore? Bah, au début, j'utilisais pas mal tout ce qui était lié à l'écriture en séance. Alors, je donnais pas mal de tâches aussi en dehors des séances sur l'écriture, le courrier thérapie, des trucs comme ça. Euh, Le je courrier sais thérapie, t'as dit? Ouais, t'as une colère, par exemple, vis-à-vis de ta mère, bah, je peux proposer, bah, une fois qu'on aura terminé la séance, vous allez prendre un courrier, vous allez écrire une lettre à votre mère avec tout ce que vous avez envie de lui dire. Vous n'allez pas relire la lettre, vous allez la mettre dans une enveloppe et la fermer. Et ensuite, cette enveloppe-là, vous en ferez ce que vous avez envie d'en faire. Vous pouvez la donner à votre mère, vous pouvez la brûler, vous pouvez en faire un rituel pour aller l'enterrer au pied d'un arbre, vous pouvez me la ramener. Enfin, vous en ferez ce que vous voulez. Ce qui sera important, c'est déjà de coucher sur le papier tout ce que vous avez à dire. Et c'est étonnant parce que parfois, il y a des gens qui viennent en séance et qui te disent, en fait, rien que le fait d'en avoir parlé, parce qu'ils n'en parlaient à personne. Ouais. Et tu te dis, le coucher sur le papier, c'est comme une manière d'exorciser cette colère, cette émotion, cette peur. C'est comme le sortir de soi et de le mettre ailleurs. Après, ce que tu en fais derrière, bah, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, c'est sorti. Et ça crée quelque chose de nouveau à l'intérieur. Dans les ateliers d'écriture, il y a plein de manières de faire. Il y a ceux, effectivement, qui vont faire des ateliers thérapeutiques avec l'idée d'apprendre à écrire pour prendre confiance en soi ou des choses comme ça. Tu vas avoir effectivement le côté surréaliste, l'écriture automatique. Mais là, on Mm. est sur du entrer en état d'hypnose et tu vas écrire sans savoir ce que tu écris ou des choses comme ça. Mais c'est plus compliqué pour un atelier d'écriture parce qu'en général, tu n'écris pas un roman non plus. Et moi, j'aime bien l'idée plutôt d'utiliser l'hypnose pour renforcer l'expérience de l'atelier d'écriture. Donc, comme je te disais, soit travailler sur les peurs. La dernière fois, j'avais fait écrire à des personnes les peurs qu'ils pourraient avoir par rapport à l'écriture, le regard des autres, être nul. Et je leur avais fait écrire et ensuite, je leur avais fait un exercice de chiffonner leur feuille et je leur distribuais une poubelle pour qu'ils la mettent dedans. En leur disant, si à la fin de la séance, vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Mais pour l'instant, pendant la séance, on va le laisser là. Et du coup, ça crée quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, il y a quand même un petit côté thérapeutique parce que ça peut se poursuivre sur après les séances, mais en tout cas, pendant la séance, ça leur permet de mettre de côté ça. Donc moi, j'aime bien cet aspect-là, effectivement, de dire, voilà, pendant la séance, on va juste prendre l'expérience plus immersive et plus intéressante pour vous. Vous n'avez pas d'imagination? Ok. On va voir comment on peut réussir à augmenter l'imagination. Et là, on fait une expérience sur comment on augmente l'imagination. Et ensuite, on voit quand ils écrivent, qu'est-ce que ça change pour eux, le fait d'avoir eu ce petit exercice avant d'auto-hypnose. Donc, je suis plus sur ce type d'expérience-là. Les séances en cabinet, là, j'ai décidé d'arrêter d'en faire parce que, parce que je sens que c'est plus vraiment ma place et que l'hypnose va venir s'insérer dans autre chose, dans les livres, dans les ateliers d'écriture, mais je me sens plus accompagnante sur du développement personnel ou des choses comme ça, plutôt accompagnante en écriture en fait. Ouais, t'es pas la seule personne qui, au bout de ouais, 8, 9 ans, 10 ans de cabinet, commence à être. C'est bon, quoi. Fais Ça, le tour du truc. c'est une manière de se spécialiser aussi, de rentrer dans une niche, tu vois. Je me dis à un Ouais. moment donné, quand tu reçois tout le monde pour tout et n'importe quoi, bah, t'es peut-être pas aussi efficace que quand tu te spécialises dans quelque chose. Après, ça dépend de la perception de chacun, hein. Moi, je sais que l'écriture, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça me paraissait, là maintenant, le bon moment pour dire, OK, maintenant, je suis coach en écriture.
mais je garde quand même l'hypnose comme un outil. Mhm. Ouais, mais je pense que je te rejoins. Et comme tu dis, tu fais des formations, mais tu vas pas aller en faire dans tout et n'importe quoi. Oui, Tu fais des formations spécifiques, ce qui t'évite aussi de partir en live, enfin ouais, de rien approfondir vraiment finalement, et là, ben, ton temps, il est dédié à un truc qui te passionne, quoi. ouais. C'est peut-être aussi ça, l'étape suivante du chemin, c'est l'idée de se dire à un moment donné, on devient experte de Mm. tel ou tel domaine. Alors il y a peut-être des gens qui se sentent pas à l'aise sur le fait d'être expert sur quelque chose, mais moi j'ai envie de tendre vers ça en tout cas, de me dire, Mm. voilà, j'ai fini un chapitre, maintenant j'en entame un nouveau, Mhm. et j'ai déjà à court, à moyen, à long terme d'autres objectifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin en fait, au chemin. C'est qu'entre l'idée de me dire, je vais continuer d'écrire des livres, j'ai franchi une étape, maintenant le prochain va être publié. Donc ça, c'est waouh, génial. Enfin, c'est une étape, tu vois, hyper importante, qui donne, on en revient à la légitimité et la reconnaissance, hein, nécessairement. Ensuite, je me dis par rapport à ça, je deviens légitime dans ce que je fais, donc je peux proposer des ateliers d'écriture. Je me suis formée l'année dernière justement en animation d'ateliers d'écriture parce que j'avais pas repris encore les séances et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme formation? Et ça m'a paru évident que maintenant, c'était ça en fait. Et du coup, je me dis, bah maintenant, je conçois mon offre d'atelier d'écriture, dont certains sous hypnose, dont d'autres peut-être, il y en a un qui sera plus sur du long terme avec l'idée d'accompagner les gens qui ont envie d'écrire un roman et qui débutent. Encore cette idée de pouvoir dire, tiens, aux gens qui sont derrière sur le chemin, bah, je vais pouvoir t'accompagner peut-être en mélangeant à la fois des ateliers d'écriture et des séances de coaching. Comme ça donne un mix un peu des deux, mais toujours orienté écriture et de pouvoir dire, voilà, ça c'est la prochaine étape, pouvoir développer, continuer d'apprendre, lire des livres, me former sur ça spécifiquement. Et j'ai le rêve lointain et secret qu'un jour, peut-être, je pourrais faire des ateliers d'écriture dans une université américaine. Et tu vois, ça c'est genre à la retraite, quoi. Mais Mais en si tout toi, cas, t'as l'air d'être quelqu'un qui, au bout de quand elle est repartie, elle va vite quand même. J'ai mis un peu de temps à me mettre en marche, mais là, je suis bien quand même. Non, mais c'est chouette parce que c'était une de mes questions. Ça allait être, c'est quoi ton plus grand défi actuellement, et comment tu vas le surmonter? là, du coup, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de pouvoir être à la hauteur de ce que Yann va attendre de moi pour la publication. Parce que là, du coup, c'est plus que moi et moi. Ouais. En auto-édition, c'est l'avantage, c'est que tu fais tout de A à Z. Et du coup, bah, même si tu te fais quand même relire, corriger et tout, il y a quand même l'idée de, à la fin, c'est toi qui décides. Et Mhm. du coup, bah, si les gens trouvent ça mauvais, c'est pas grave parce que c'est ce que tu assumes d'avoir fait. Si les gens aiment bien, bah, tant mieux. Mais en tout cas, j'ai choisi ma couverture, j'ai choisi mon titre, j'ai choisi le format de mon livre, j'ai choisi ma correctrice. Enfin voilà, de A à Z, c'est moi qui choisis. Là, effectivement, le défi, ça va être de pouvoir dire, OK, bah, là, c'est Yann qui va me relire, il va me dire ce qui va pas. Peut-être qu'il y a certaines choses où je me dirais, ah bon, moi j'aimerais bien, hein. Tu vois. Alors, je sais qu'il y aura toujours de la discussion Oui. possible, mais en tout cas, tu n'es plus toute seule sur le projet. Donc ça, c'est une première étape. Après, effectivement, il y a l'étape des ateliers d'écriture. Tu te dis, je les ai conçus. Bah, maintenant, il faut qu'il y ait des participants qui viennent, hein. C'est un peu l'étape commerciale, marketing, qui n'est pas toujours la plus confortable aussi, mais il faut en passer par là. Et puis voilà, et puis continuer sur ce chemin jusqu'à ce que... Jusqu'à un l'université américaine. jour- Au moins. Donc il y a encore du chemin, tu vois, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Des rêves, on en trouve toujours à la pelletée. T'as parlé plusieurs fois du regard des autres. Mm. Moi qui suis une grande flippée du regard des autres, je me soigne en Ouais. essayant d'apparaître le plus possible. C'est pas, tu vois, je fais l'anti-truc, quoi. Le mal par le mal, ça Ouais, c'est fonctionne. ça. J'ai toujours fait ça. T'as peur de sauter dans le vide? Eh bien, faisons un saut à l'élastique, voyons. Ça me paraît pas du Ok. tout violent. Mais je me dis, écrire un livre, t'as quand même une visibilité qui est énorme. Ouais. Comment t'as géré ce truc de regard des autres, quoi? Au début, c'était assez compliqué. Euh, Même si de manière rationnelle, je me dis depuis le début, bah, c'est un roman, c'est subjectif. Ce que toi tu offres, une fois que tu l'offres, bah, c'est plus dans tes mains à toi. Donc chacun va l'accueillir à sa manière par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'il est. Donc bah, maintenant, c'est les lecteurs hein, qui vont en faire quelque chose. Il y a toujours de l'ego, de se dire, bah ouais, mais s'il aime pas, donc il m'aime pas moi. C'est dur. Mais en plus, il y a des notes maintenant sur Amazon, Babelio, etc. Quand tu as une Beauté. étoile, moi ça m'est déjà arrivé de me dire,
Tu sais, quand les gens le lisent en e-book, maintenant, ils peuvent te mettre une évaluation, mais pas forcément avec un commentaire. Oui. Et tu te dis, putain, lui, il m'a mis une étoile, mais même pas il dit pourquoi. Et il s'est quand même donné la peine de se dire, je vais lui mettre une étoile, tu vois. Et du coup, des fois, ça pique un peu quand même, tu vois, quand tu le découvres au début. Mais après, ça va plus vite. Ça passe plus vite avec l'idée de se dire, il a le droit de pas aimer, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai donné ce que j'avais envie d'offrir aux autres. Maintenant, tout le monde ne peut pas aimer, c'est normal. Mm. C'est le temps qui a changé. C'est-à-dire que je pense que ça piquera toujours un petit peu. Alors, sauf si un jour j'en vends des millions et que du coup j'aurai plus le temps de lire tous les commentaires des gens, tu vois. Mais sinon, forcément que régulièrement je regarde si sur Amazon il y a des nouveaux avis, que régulièrement quand je croise des gens, ça me fait plaisir quand ils me disent qu'ils ont bien aimé, que je me questionne quand ils n'ont pas aimé. Mais en tout cas, ça passe plus vite le moment entre ça pique et c'est OK. C'est En ça le plus, temps qui s'est ouais. réduit. En fait, c'est aussi ce que j'ai remarqué, un, deux, trois, plus on le fait, et plus ça va, en fait. Ouais, Et surtout, en plus, plus on a moins le temps aussi de regarder. ouais, Peut-être quand tu fais un premier truc, t'as que ça à faire de regarder si t'as eu un like, des j'aime, des étoiles, et que plus t'avances et que t'as des projets, etc., bah moi, t'as le temps d'aller vérifier le nombre de j'aime, le nombre de machins, le nombre de trucs. c'est clair. Il est pas si loin le temps où tous les matins, la première chose que je faisais, c'était de regarder sur Amazon. Oh, j'ai eu les nouveaux commentaires. Combien de livres achetés? Ah, ça, je le fais encore un peu. C'est normal, c'est le portefeuille. Ok, ton plus ton rapport, alors non, j'allais partir sur ton plus grand échec, mais je vais plutôt partir sur ton rapport à la discipline. Moi, c'était un truc qui m'avait un peu secoué les nœuds. J'arrête pas de dire je suis pas disciplinée, machin et tout. Et j'avais fait tu sais, The Artist Academy, je crois que ça s'appelle comme ça. Truc Oui, en ah, j'ai ligne, où il fait y a aussi avec Eric Emmanuel Schmitt. Ouais, et ben j'avais fait ça avec Eric Emmanuel Schmitt, mais en vrai avec Schmitt, Weber et Bernard Minier. non, celui qui fait les d'autres romans, j'ai bouffé son nom, un anglais, je crois. Ah oui, mais j'ai plus son. J'ai plus. Tu vois, désolé si tu écoutes, je sais que tu n'écouteras pas, mais et Alors, j'avais fait une journée comme ça, donc avec eux directement, et c'était vraiment très intéressant. Alors c'était le plus intéressant était encore, j'avais trouvé Bernard Weber parce qu'il nous faisait vraiment écrire direct. Et ouais, ça, c'est vrai que moi, le blabla pendant 2 heures de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, tous les types d'ouvertures, machin et tout. Je dis oui, c'est intéressant, mais fais-moi écrire des ouvertures de livres parce que sinon je vais me faire chier en fait. Et après, je suis chiante en stagiaire, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Il racontait qu'en fait, il écrivait tous les matins de 7 heures à je sais plus quelle heure. Et c'était ça sa discipline, et que ça lui arrivait de jeter 500 pages. ouais, Mais qui continuait par contre tous les matins d'écrire, et que la créativité, il n'attendait pas de l'avoir pour écrire, elle venait en ouais. écrivant. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ce côté un peu travail de discipline comme ça, que je pense que je suis incapable d'avoir tous les jours, mais... Donc toi, Ouais. ta discipline. Comment tu vis la discipline? Comment tu vois la discipline? Ah, 2 secondes. Vas-y. C'est compliqué la discipline. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que créativité et discipline, c'est pas compatible. Ouais, Que, en gros, quand tu es créatif, c'est foufou, ça part dans tous les c'est sens. ça. Moi, j'ai la croyance qu'effectivement, un peu comme Bernard Werber, la discipline, ça se cadre. C'est un peu comme dans une séance d'hypnose, c'est qu'à un moment donné, tu poses un cadre, mais par contre, à l'intérieur du cadre, tu fais ce que tu veux. Et que c'est justement parce que tu as posé ton cadre que tu peux faire ce que tu veux. Je, je m'astreins à être disciplinée, ça n'a pas été toujours facile. J'ai pas mal développé l'organisation parce que dans les premières années où je travaillais, j'étais assistante recrutement ou assistante formation et du coup, forcément, ça m'a permis de développer pas mal cette capacité-là que j'avais pas forcément au départ. Et aujourd'hui, j'ai j'ai deux manières de fonctionner en fait. C'est-à-dire que il m'arrive parfois d'avoir un côté un peu bipolaire. Donc, des fois où je suis toute excitée, j'ai envie d'être à fond. Et puis d'autres fois où j'ai la flemme, j'ai rien envie de faire et j'ai pas envie. Avant, quand j'étais à fond, j'adorais ça. J'étais là, ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Et puis quand j'étais plutôt pas bien, je me culpabilisais, je me disais, oh non, je suis pas bien, je fous rien, je procrastine, j'avance pas. Aujourd'hui, j'ai un peu appris à me dire, quand j'ai pas envie, c'est OK. Et je peux apprendre, nourrir, remplir mon réservoir de créativité autrement. Je vais regarder des films, je vais regarder des séries, je vais lire des livres, je vais aller me promener. Enfin, moi, je pars du principe que
tout permet de se nourrir, de nourrir un peu comme disait Julia Caron. Non, c'est celle qui a écrit Big Magic, Elisabeth, j'ai plus son nom, qui dit qu'en fait, on a un puits de créativité et que tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit parler avec des gens, jouer, écouter de la musique, peu importe, ça vient remplir ce puits-là de plein de manières différentes. Une forme de modélisation en soi, si tu veux, parce qu'on vient remplir ça. Donc, quand j'ai rien envie de faire, que j'ai vraiment la flemme, eh ben, je fais ça. Comme ça, au moins, j'ai l'impression de ne pas être productive, mais inconsciemment, je le suis. Je remplis mon puits. Et ça me déculpabilise pas mal. Alors, du coup, je le fais moins longtemps, parce qu'avant, ça pouvait s'étaler sur une bonne semaine où je foutais rien, quoi. Par contre, j'essaye effectivement de me mettre une discipline en me disant, en me mettant des créneaux sur mon agenda, des mini en fait rendez-vous avec moi-même, avec l'idée de me dire, ok, je dois publier le livre, je sais pas, genre le 1er décembre. Eh bien, au 15 novembre, il faut que le livre soit terminé, que je fasse juste une dernière relecture. Au 1er novembre, il faut que je l'envoie à ma lectrice. Au 30 octobre, tu vois, et du coup, je me mets des petits créneaux comme ça qui font que ben, quand il y a des petits moments où je suis pas bien, eh ben, tant pis, le temps s'écoule un peu. Mais par contre, quand je suis vraiment bien et que je sens que je vais être productive et créatrice, là, je mets un petit coup de boost et j'en fais un peu plus, ce qui fait que ça s'équilibre. Ouais. Mais je pense que la discipline, c'est bien, mais il faut aussi accepter comment on fonctionne. Parce qu'il y a certaines choses, moi, j'ai pas forcément eu envie de travailler sur ça parce que je suis pas bien avec ça. Donc, vu que c'est OK, je me dis, je vais pas aller travailler sur des trucs sur lesquels je suis OK. Mais par contre, j'ai appris à m'en servir. Donc, j'ai appris à équilibrer, à savoir que, bah oui, il y a des fois, pendant 3-4 jours, je vais regarder Hercule Poirot, je vais lire Agatha Christie, enfin voilà, je vais faire des trucs comme ça. Et puis, les 3 jours qui vont suivre, bah, tout ce qui m'a nourri, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Et c'est comme ça que je fonctionne. Après, effectivement, je suis très admirative de Bernard Werber et de cette discipline, un peu comme Stephen King, qui te dit, moi, à part le jour de mon anniversaire et le jour de Noël, j'écris tous les jours. Ah ouais. Quand Et ben même! moi, le soir et les week-ends, j'ai une vie privée avec mon mari et je l'entretiens aussi. Donc, je travaille de 10h à 18h et je déjeune entre les deux. Et par contre, quand je suis sur ces trucs-là, j'essaye de faire plein de choses. Alors, rarement, je vais rarement faire que écrire toute une journée parce que sinon je m'ennuie au bout d'un moment. Il faut que je me mette je fais genre 1h30 d'écriture, 1h30 de lecture, 1h30 je travaille sur ce projet. Enfin, j'alterne un peu pour pouvoir me dire sur les 7 heures de ma journée de travail, j'aurais fait des trucs différents pour pas me faire chier aussi. Je m'ennuie très vite. C'est marrant, j'ai l'impression que tu as trouvé une sorte d'équilibre que personnellement, moi, j'ai encore du mal à trouver, même s'il commence enfin à venir, où déjà on sait que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on travaille pas, puisqu'il y a justement, comme tu dis, ce puits de créativité. Moi, je suis hallucinée de comprendre là maintenant que j'ai plein d'idées quand je vais nager. Mm. Et même quand je bug, bah, c'est un de mes coachs qui me disait ça, rester 15 minutes sans rien faire. C'est même pas méditer, mais juste sans rien faire. Et j'ai décidé de faire ça dans le petit bassin, tu sais, des enfants à la piscine. Et je reste comme ça, j'ai eu des idées de génie à ce moment-là, sans chercher à les avoir. J'étais là, putain, mais ça y est, on a un prix Nobel, c'est sûr. Enfin, évidemment. Et, euh, et surtout, c'est cette idée que il faut travailler énormément, beaucoup et dur pour avoir l'autorisation de réussir ou pour réussir. Et si tu n'as pas travaillé comme ça, comme une timbrée toute la journée, que tout n'est pas passé après ça, tu n'as pas mangé de midi, ta vie de couple, c'est la merde à fond, enfin, ouais, tout qui passe après, et ben, c'est pas forcément une réussite. C'est, ouais, c'était pas mal, j'ai un peu travaillé, mais pas assez, quoi. Ouais. Oui, puis encore une fois, le regard des autres par rapport à ça, où les gens vont dire ouais, Grave. mais bon, quand même, tu restes chez toi, tu pourrais faire un peu plus. Mais oui. Moi, j'ai aussi cette limite qui me sert, du coup, l'épilepsie, tu vois. Hmm. Je peux pas me surmener parce que ça veut dire crise. Et du coup, j'ai appris aussi à créer cet équilibre autour de l'épilepsie, c'est-à-dire que quand je sens que je suis fatiguée, que je commence à avoir mal au crâne, que j'ai des petits symptômes comme ça, je sais que ça veut dire stop. Si j'ai pas mes 8-9 heures de sommeil, je sais que ça va pas. Alors, forcément, quand tu sors en soirée avec des gens, ils se foutent de ta gueule, tu vois, en mode oh, l'autre, elle se coucher à minuit. Bah ouais, mais excusez-moi, en fait, j'ai passé plusieurs fois des nuits à l'hôpital à la limite d'y passer. Donc, ouais, excusez-moi, je fais attention, en fait, je me préserve. Euh, Là, en septembre dernier, j'ai passé 10 jours euh, inconsciente à l'hôpital après avoir fait un état de mal pendant la nuit. C'est mon mari qui a prévenu les pompiers. Il ne m'avait jamais vu faire un état de mal, donc ça l'a un peu traumatisé. Ensuite, pendant 10 jours, il est venu me voir à l'hôpital tous les jours. Il a été vraiment pas bien pendant 10 jours. Enfin, je vois maintenant, moi je ne me rappelle pas, tu vois, j'ai un trou de 10 jours
Donc, je ne peux pas savoir, en fait. D'une certaine façon, c'est moi qui suis à la meilleure place parce que moi, à part me réveiller à un moment donné et me dire, mais pourquoi j'ai des fils partout et il y a un soignant qui met toute nuit, qui m'emmène à la douche, je ne comprends pas. Enfin, et du coup, ouais, effectivement, ça change ta manière de fonctionner parce qu'à un moment, tu te dis, bah voilà, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Donc, si ça veut dire se discipliner et s'équilibrer entre vie perso, vie pro et de pas trop être fatigué, eh ben, je le ferai. Alors oui, je ne peux pas travailler 12 heures par jour. Oui, peut-être que les gens se disent, ça va, elle nous fait la méthode nordiste de comme les Finlandais, je travaille que 32 heures par semaine. Bah oui, bah en même temps, moi j'assume. Ouais, et puis je pense vraiment qu'on n'est pas si productif quand. Alors, moi, pour l'avoir fait pendant 1 an et demi, là, j'ai vraiment changé. Ça fait 2 semaines que j'ai vraiment changé ma manière de travailler et je suis pas moins productive parce que je travaille moins. Loin de là. Ouais, Et pourtant, je travaille beaucoup moins. Je travaille plus les week-ends, plus les soirs à partir de 18h. Je fais plus de séances le matin, je les fais que l'après-midi. Enfin, ouais. c'est c'est juste trouver peut-être sa manière, son style de travailler. Et rassure-toi, tu te couches à minuit à une soirée. Moi, je me fais engueuler parce que je me suis couchée à 22h à mon mariage. J'ai une Ah poule, bah, olé, quand, olé. quand je dis nuit, c'est quand je suis en soirée avec des gens, hein. Ah oui. La semaine, c'est plutôt 22h, 22h30. Moi, je pense que c'est une très bonne heure de coucher. Je veux dire, c'est tout à fait normal de dormir au moins 9 heures. Bah oui, après, c'est vrai que ça te fait travailler aussi cette peur du regard des autres. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand tu assumes qui tu es et les limites que tu as envie de te poser et qu'elles sont OK pour toi, bah, il y a un moment où. Alors, c'est peut-être la quarantaine qui fait ça aussi, tu vois. Je me dis que peut-être j'ai passé un cap où j'ai envie que. Mais il y a ce côté maintenant, bah, foutez-moi de la paix, je suis comme ça et puis c'est tout. Oui. Et puis, il y a le regard des autres et puis il y a je pense que notre propre regard, je sais pas si tu as ressenti ça, mais sur cette impression d'être un peu différent. De pas vraiment être dans le groupe correctement. C'est-à-dire que, ben, moi, j'essaie de boire le moins d'alcool possible, à part le Prosecco en vacances, tu vois. J'aime pas les boîtes, j'aime pas aller en soirée finalement plus que ça. J'aime bien les soirées à 4, un repas, un truc comme ça, les trucs assez intimistes. Et des fois, je me dis, et puis ça fait des années que c'est comme ça, je me dis, ça y est, t'as 32 ans, c'est fini. Mais je Ouais, sens un mais tu as des, décalage. Je sens un décalage avec certains groupes d'amis, pas avec les ouais, tous, mais avec certains groupes, ouais. Vraiment. t'as des injonctions sociales comme ça. Tu sais, quand tu es avec des gens, par exemple, qui ont attendu la fin de la semaine pour picoler et que tu leur dis non, c'est bon, je vais prendre une Mentalo, ils sont là, mais non, bois avec moi, bois avec moi. Ben non, fais-moi la peine, est-ce que je te force à prendre de la Mentalo, moi? Non, ben, j'ai pas envie de boire. Et effectivement, tu sais, comme s'ils ne pouvaient pas picoler tout seuls parce que ça leur renvoie une image qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Il y a de Bah ça. ouais, mais moi, ça va bien de boire de la Mentalo. Deal avec toi-même, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est marrant ces moments de décalage un peu. Donc maintenant qu'on a vu tout ce que j'avais envie de voir, ton plus grand échec. Mon plus grand échec. Oh, c'est une bonne question, ça. Il y en a eu pas mal. Maintenant, celui qui serait le plus grand. À une époque, je t'aurais dit de ne pas avoir terminé mes études de psychologie parce que c'est revenu Bienvenue au comme un club. boomerang. Pendant très longtemps après ma licence, j'avais commencé le master 1 de neuropsychologie parce qu'à l'époque, je voulais être orthophoniste ou accompagner sur les troubles du langage. Et, euh, et ça a duré, je crois que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait. Tous les ans, je me disais, quand même, est-ce que je ne me réinscrirais pas à distance avec l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8? Il y a même des fois où je me suis inscrite et que je ne l'ai finalement pas fait, hein. J'avoue. Je te comprends tellement. Je fais pareil. Et jusqu'à il y a 2 ans, je le faisais, hein. L'année dernière, j'ai fait la formation d'animation d'atelier, donc j'ai pas eu besoin de le faire, tu vois, j'avais un autre truc. Mais c'est vrai que tous les ans, arrivé au moment de l'inscription, je me dis, ouais, ça sera quand même un truc inachevé, ça m'énerve un peu. Et en même temps, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc je pense que je vais travailler un peu sur moi par rapport à ça, avec l'idée de me dire, en termes de formation, tu pourras très bien continuer à lire, à faire des petites formations en ligne, des trucs comme ça et tout. Mais par contre, le master de psychologie, tu n'en as pas besoin. Accepte. Lâche prise, voyons. Ouais, Et donc, tu m'as dit, à une époque, je t'aurais dit ça. Disons qu'on n'est plus Ouais, à cette époque. Un petit peu encore, visiblement. oui. Ça, Un petit peu. non, oui, oui, je pense que ça, peut-être pas un échec, plus un regret Ouais. pour ça. Mon plus grand échec, qu'est-ce que je sais pas honnêtement. Je te dis, j'ai eu beaucoup d'échecs. De là à dire que je peux les classifier ou les hiérarchiser, je saurais pas dire là comme ça. Ok. Donc je vais garder celui-là.
C'est quand même encore un petit truc qui pique. Ok. Un conseil que tu aurais à donner à ceux qui démarrent dans l'accompagnement. D'accepter d'être soi, ce qui n'est vraiment pas facile. C'est un gros morceau à travailler, mais je pense qu'à partir du moment où on accepte qui on est, on a déjà fait les trois quarts du job. Je crois que je vais mettre ça comme titre pour ton podcast. C'est une esprit, accepter d'être soi. Euh, ok. Et un livre qui t'a vraiment beaucoup marqué. Mm. Pas forcément hypno, hein, vraiment. Ouais, ouais. Non, ça sera pas un truc hypno. Attends, je vais tricher un petit peu. Est-ce que c'est genre dans les trucs récents ou vraiment qui m'a marqué Un truc qui t'a de... marqué ou. Tu vois, il y a une mouche qui m'embête. Il y a des livres qui nous retournent le cerveau. Il y a des livres que j'ai relus 25 fois, tu vois. J'en ai beaucoup, alors ça va être compliqué d'en dire qu'un. Mais j'ai ma liste de mes lectures préférées ever. Alors, tu vois, je peux retrouver. Je t'autorise à dire les trois premiers. Hmm, hmm. Je vais dire les trois derniers tiens, que j'ai lus qui m'ont vraiment marqué. Il y avait Une vraie vie d'Adeline Dieudonné qui m'a vraiment mis une claque. C'est un petit livre, mais alors, franchement, pouf, tu te prends un coup de poing dans la gueule. Mhm. Il y avait Femme en colère de Mathieu Ménégo, qui est un peu comme 12 hommes en colère, le film, J'ai adoré ce film. qui est inspiré un peu de ça et qui est vraiment waouh, quoi. C'est très très fort. Et là, dans les derniers que j'ai lus, il y a Alabama 1963 de deux auteurs, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et franchement, c'était un livre vraiment ouais, qui m'a un peu retourné, quoi. Vraiment très très bien. Chouette. Et puis, il y a la trilogie. Vas-y. Là, je viens de terminer, c'est parce que je viens de terminer le livre, le dernier livre de. Comment ça s'appelle? Je ne retrouve même plus son nom. Ça. De Joël Dicker, pour ceux qui aiment bien les livres policiers. C'est l'affaire Alaska Sanders. Et en fait, ça clôture la trilogie qu'il avait entamée avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Et en fait, celui-ci, je le kiffe vraiment beaucoup pour son personnage principal, qui est un écrivain qui s'appelle Marcus Goldman. Bon, alors, en plus, ça se passe aux États-Unis. Moi, je suis fan des États-Unis, donc du coup, tu as vraiment l'ambiance, l'atmosphère et tout qui est très bien fait. Et ce personnage-là, je me dis, c'est le personnage que je voudrais être dans un roman. Et vraiment, j'adore ce personnage et j'étais un peu triste de le refermer le livre parce que c'est une trilogie et du coup, normalement, il n'y en aura pas avec nous encore. Sauf si les fans se font insistants et que peut-être, ou si je le kidnappe et que je le force à écrire un nouveau livre façon. Excellente idée, vraiment. Et puis de dire son plan comme ça dans un podcast, à mon avis, c'est très très bien. Mais tu sais, comme dirait Sharon Stone dans. Putain, j'arrive plus à retrouver le titre encore. Dans Basic Instinct, je serais vraiment stupide si j'écrivais dans mon livre la façon dont je l'ai tué et qu'il serait mort exactement de cette façon-là. Très malin. Ok, ok. Bon, il n'a qu'à bien se tenir. Ok. Dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir dans le podcast? Ou entendre, plutôt. Hmm, Tu es freestyle. hmm, alors, attends. Qui est-ce que j'aimerais voir? C'est une bonne question. Ça. Tu connais alors après, ça risque d'être compliqué. Hein, c'est un Italien. Giorgio Nardone, écoute, tout simplement. Comment tu sais? Non. J'aime beaucoup John Arden. Si, Bah c'est parce oui, que mais nous on l'aime tous. Eh, c'est toi qui me parlais tout à l'heure de la théorie de qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Ah quelqu'un. bah, on connaît Kevin qui connaît Giorgio. Eh, Et le côté italien qui va être un peu plus... je suis sûre qu'il parle anglais. Hein. Ah mais pareil pour moi. Je suis meilleure en Ah, ben, italien qu'en anglais, tu vois, je pense. ça sera l'occasion de travailler ton italien, tu vois, comme ça, t'as un truc, Ça me fait un un challenge. objectif, ça. Merci Céline. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis pour tout ce que tu nous as confié.
Et puis j'ai vraiment très très hâte de lire tes 2 prochains livres. Bah, tu me feras un retour, alors tu me diras. Maintenant, j'accepte un peu mieux les retours négatifs. Mais si je pouvais avoir 5 étoiles quand même. Ouais. Non, mais après, le premier, tu vois, je le regarde avec plus de recul. Je me dis, je l'aime parce que c'est le premier, Ouais. mais en même temps, quand je le lis, je vois les défauts aussi. Même s'il y a des gens qui me disent encore aujourd'hui, ah, j'ai bien aimé, parce que les gens le voient pas de la même façon. Mais moi, j'ai plus de. Je le regarde un peu comme une maman, tu vois. Je me dis, c'est le premier. Mais il est imparfait. Enfin, j'espère que les mamans regardent pas leurs enfants comme ça. Mais... C'est le premier, il est imparfait pourvu que les autres soient meilleurs. Merci. Merci à toi. Un grand merci encore Céline d'être prêtée au jeu de l'interview. Dans la description, je mets tout pour joindre Céline, pour trouver aussi son stage d'écriture, également ses livres et les romans dont on a parlé. Vous trouverez également comment travailler avec moi, que ce soit via le site Oser se lancer, pour rentrer dans le programme d'accompagnement de 6 mois pour vous permettre de mieux vivre de votre cabinet et de dépasser tous vos freins, comme le manque de légitimité ou les peurs, ou encore aller voir les articles qui sont sur le blog. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.